Chapitre 1. Un camé en morceaux. Il y a des jours où même les esprits les plus rationnels ne peuvent s'empêcher de ressentir l'attrait des présages, ces étranges frémissements dans l'air qui murmurent que quelque chose est sur le point de changer. Je me souviens parfaitement d'un matin comme celui-ci, gris et vif, avec une brume qui s'accrochait au pavé devant Whitehaven Mansions, comme si Londres elle-même s'était arrêtée pour observer ce qui allait se passer. Hercule Poirot terminait sa deuxième tisane de la matinée, ajustant méticuleusement la position de sa serviette. Moi, son fidèle ami, le capitaine Hastings, n'en étais qu'à la moitié de mon café, distrait par la monotonie du Times et la perspective tout aussi monotone d'une nouvelle semaine sans incident. « Poirot, dis-je en pliant le papier, vaincu, tu dois bien l'admettre, il ne se passe rien dans le monde aujourd'hui. » Poirot ne leva pas les yeux. Il tamponna une miette invisible au coin de son assiette. « Au contraire, mon ami, dit-il doucement, il se passe toujours quelque chose. Il suffit de posséder petites cellules grises pour le percevoir. J'ai ri. Et que perçoivent vos petites cellules grises ce matin? Que notre courrier aura 5 minutes de retard, dit-il en jetant un coup d'œil à la pendule. Et que la femme qui franchira cette porte dans l'heure ne sera pas venue pour des plaisanteries, mais par peur. J'étais sur le point de lui demander ce qu'il voulait dire, quand exactement 5 minutes plus tard, la cloche a sonné. Miss Lemon, toujours prompte, apparut avec une carte sur un plateau. Poirot la prit, en examina les bords et haussa un sourcil. « Madame Céleste Dulac », lut-il à voix haute. Du théâtre du Lys, un nom connu de ceux qui suivent la scène française. Il a ajusté ses menottes. « Faites-la entrer, mademoiselle Citron. » Quelques instants plus tard, notre visiteuse entra. Elle était remarquable, grande, brune, avec l'assurance d'une femme habituée à la scène et au regard. Mais son expression était loin d'être théâtrale. Elle était tendue par l'inquiétude. « Monsieur Poirot, » dit-elle en s'inclinant légèrement. « Je suis venue vous voir car je crois qu'un événement terrible est sur le point de se produire. » Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Dites-moi tout, madame. Depuis le début, s'il vous plaît. » Elle s'assit, lissant ses gants avec des doigts prudents. Il s'agit d'un camé, un ancien en ivoire sculpté, serti dans un médaillon en argent. Il appartenait à ma mère et avant elle, à ma grand-mère. Il a toujours été un souvenir dans notre famille, sans valeur mais sentimental, et, si vous me le permettez, un peu superstitieux. « Vas-y, » dit doucement Poirot. Hier soir, il était brisé, ni tombé, ni fissuré par le temps, délibérément écrasé. J'ai cligné des yeux. Comment peux-tu en être sûr? Il était dans ma loge au théâtre, enfermé dans un tiroir privé, et quand je suis revenu après la dernière représentation, il avait été brisé et posé sur mon miroir pour que je le voie immédiatement. Poirot se pencha en avant, les doigts joints. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun. Seulement le médaillon, ouvert, son cadran d'ivoire brisé, et ses morceaux disposés en un cercle parfait sur le bord du miroir. Elle s'arrêta et baissa les yeux. Et sur le verre, en rouge à lèvres, un seul mot, souvenir. Un frisson me parcourut la nuque. Poirot resta immobile, même si je vis un éclair dans ses yeux. « Tu n'as rien pris d'autre, ni argent, ni bijoux. Rien d'autre n'a été touché, seulement le caméo. Et avez-vous une idée de qui aurait pu faire une telle chose ?» Elle hésita. « Il y a des tensions au théâtre du Lys, des rivalités, des jalousies, mais là, ça paraît plus ancien, plus personnel. » Poirot hocha la tête une fois. « Vous avez dit que le médaillon n'avait pas de valeur? Pas financièrement, mais c'est lié à ma famille, au passé de ma mère. Elle n'en parlait qu'à voix basse. Ta mère est toujours en vie. Elle est morte il y a 5 ans, mais avant de mourir, elle m'avait prévenu. Si jamais le caméo se terminait,
cela signifierait que quelque chose allait arriver, quelque chose d'irréversible. Elle rougit légèrement. Je sais que ça paraît absurde, mais je feutre Monsieur Poirot. Celui qui a fait ça voulait dire un message. Poirot se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Dites-moi, madame, est-ce que quelqu'un d'inhabituel est entré dans votre vie récemment? Un nouvel admirateur, une ombre au théâtre, un changement d'environnement ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, un homme. Il est venu à tous les spectacles cette saison. Il est toujours assis au 3e rang, n'applaudit jamais, ne parle jamais. Il part dès que le rideau tombe. Connaissez-vous son nom? Non, mais il laisse un œillet blanc à chaque fois. » Poirot se retourna. « Madame Dulac, me permettez-vous de visiter le théâtre ce soir? » « Bien sûr, je vous en serai reconnaissant. » Il s'inclina. « Alors nous observerons. Et peut-être que l'homme au 3e rang nous donnera notre premier véritable indice. » Alors que madame Dulac partait, Poirot se tourna vers moi, son expression indéchiffrable. Une apparition brisée, un admirateur silencieux et un avertissement énigmatique, dis-je. Un étrange cocktail, en effet. Étrange, oui, acquiesça Poirot, mais aussi soigneusement composé. Je fronçai les sourcils. Tu crois que c'était plus qu'un message? Je pense, dit lentement Poirot, que le caméo n'est pas le début d'une histoire. C'est un rappel d'un projet déjà en cours. Ce soir-là, nous sommes arrivés au théâtre du Lys. C'était une salle majestueuse mais vieillissante, nichée derrière Covent Garden, remplie ce soir-là de spectateurs en quête de spectacle. Mais Poirot ne regardait pas la scène. Il regardait le public, et lorsque l'acte final tomba, son regard se fixa sur une silhouette au 3e rang. Un homme en manteau sombre qui se leva sans applaudir, marcha sans hâte et laissa un seul œillet blanc sur son siège vide. Poirot le suivit. Je traînais derrière, mon pouls accélérant. Mais quand nous sommes arrivés dans la ruelle à l'extérieur, l'homme avait disparu. Aucun bruit de pas, seulement le léger parfum d'œillet dans le brouillard. Poirot resta immobile, le visage net et concentré. « Ça commence » murmura-t-il. « Qu'est-ce qui commence ?» Il s'est tourné vers moi et dans ses yeux j'ai vu quelque chose de rare. L'urgence. Meurtre Hastings, pas encore commis, mais promis. Chapitre 2. Un visage dans le miroir. Le lendemain matin, Poirot et moi retournâmes au théâtre du Lys, non pas comme spectateurs cette fois, mais comme enquêteurs. Madame Dulac avait organisé notre accès et nous arrivâmes juste après 10 heures, alors que les couloirs du théâtre étaient encore plongés dans la pénombre et qu'une odeur de fard à joues et de vieux velours flottait dans l'air comme un fantôme. Poirot s'arrêta dans le hall, son regard dérivant lentement sur le haut plafond en forme de dôme et le vieux lustre au-dessus. « Tu vois, Hastings, » dit-il doucement, « le théâtre est un lieu d'illusion. Mais les illusions doivent être élaborées avec précision, tout comme les mensonges. » J'ai hoché la tête, même si je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil nerveux autour de moi. Il y avait quelque chose dans les théâtres en plein jour qui me troublait, comme voir un magicien sans son costume ou un rêve aux bords effilochés. Nous avons été accueillis dans le hall par un homme pressé, portant une cravate trop serrée pour être confortable et des lunettes perchées de manière précaire sur le bout de son nez. Monsieur Poirot, Reginald Venn, directeur du théâtre. Madame Dulac m'a dit que vous viendriez. Je dois admettre que je suis surpris. Elle croit que quelqu'un, écrasé un bibelot pour lui envoyer un message. Poirot s'inclina légèrement et courtoisement. Ce sont souvent les plus petits gestes, monsieur, qui révèlent les intentions les plus sérieuses. Pourrions-nous examiner sa loge? Bien sûr, par ici. Tandis que nous marchions, Venn continuait sur un ton pressé et anxieux. Elle est très populaire auprès du public, vous savez, notre Céleste, mais pas auprès de tout le monde en coulisses. Elle attire l'attention, décroche des rôles, attire envie.
en vie demandai-je. Certainement. L'ingénue, mademoiselle Ingram par exemple, un talent prometteur, mais elle est dans l'ombre de Céleste depuis son arrivée. Et bien sûr, il y a notre acteur principal, Claude Marchand. Poirot haussa un sourcil. Un rival en admiration? Oh, plus que de l'admiration, je suppose, dit Vane en soupirant. Mais qui peut dire où s'arrête l'admiration et où commence l'obsession? Nous arrivâmes au cabinet de toilette de Madame Dulac. Vane ouvrit la porte et nous laissa entrer. L'espace était modeste, quoique agrémenté d'un éclairage tamisé, de roses fanées dans un vase et d'un long miroir encadré d'ampoules éteintes. Poirot se dirigea vers la coiffeuse et examina le verre. « Tu vois la tache ici, Hastings ?» La légère courbe là où le rouge à lèvres signifiait autrefois « souvenir ». C'était à peine visible maintenant, mais le contour restait. Poirot s'agenouilla pour examiner le tiroir. Il passa ses doigts sur le bord intérieur, s'arrêtant sur une légère rainure près du fond. « C'est ici qu'elle gardait le camée, » dit-il. « Tu vois, le motif de poussière intact jusqu'à récemment. » Il regarda ensuite le sol, l'observant attentivement. Puis, soudain, il se redressa et traversa la pièce jusqu'au coin du fond, là où les boiseries rejoignaient le mur. « Il y a une petite fissure ici. Un panneau peut-être, quelque chose de caché derrière les murs. Tu penses que l'intrus est passé par là ? C'est possible. Les théâtres de notre époque regorgent de couloirs secrets et de faux semblants. Parlons-en à ceux qui les connaissent le mieux. Nous avons quitté la loge et sommes retournés dans le couloir principal, où nous avons failli percuter une jeune femme tenant en équilibre une pile de costumes. Elle a haleté et a failli les laisser tomber, puis a cligné des yeux en signe de reconnaissance. Oh, je ne savais pas que quelqu'un utilisait la loge. Vane la lui a présentée. Mademoiselle Ingram, Evelyne Ingram, notre nouvelle soprano, Monsieur Hercule Poirot et le capitaine Hastings. Evelyne lui offrit un sourire poli, mais ses yeux exprimaient une certaine prudence. « Vous êtes venu à propos de l'incident, » dit-elle. « Tu le sais ?» demanda Poirot. « On ne parle que de ça en coulisses. Imaginez, le médaillon brisé, le message au rouge à lèvres, on dirait un souvenir d'une de nos productions. » Sa voix était légère, mais je sentais un tremblement derrière elle. Poirot l'étudia attentivement. « Dites-moi, mademoiselle, saviez-vous que le médaillon de Madame Dulac avait une signification ?» Elle hésita. Elle le portait toujours. Elle en parlait comme d'un charme, mais je pensais que c'était romantique, pas inquiétant. Poirot incline la tête. Et hier soir, vous n'avez vu personne quitter le théâtre plus tôt, au 3e rang, un œillet blanc. Elle fronça les sourcils. Je suis sorti par l'entrée des artistes, mais je n'ai vu personne d'inhabituel. Claude, Monsieur Marchand, m'a proposé de me raccompagner. J'ai décliné. Il était d'humeur changeante. Poirot haussa un sourcil. « Humeur, mademoiselle ?» Elle soupira. « Il est imprévisible. Quand le public acclame Céleste, il le prend personnellement. Même en dehors de la scène ?» Elle eut un sourire sec. « Surtout en dehors de la scène. » Poirot la remercia et se tourna vers Vane. « J'aimerais parler à ce monsieur Marchand, s'il vous plaît. » Vane nous conduisit au salon vert, un espace somptueux mais défraîchi, rempli de fauteuils, de pupitres et de tasses de thé à moitié vides. Claude Marchand se tenait près de la cheminée, son reflet dans un miroir mural derrière lui. Il était impressionnant, grand, ciselé, vêtu d'un costume sombre qui lui collait trop volontairement aux formes. Il se retourna à notre entrée et hocha la tête avec le charme forcé d'un acteur en plein milieu d'une scène. « Ah, monsieur Poirot, dit-il, vous venez dénicher des intrigues en coulisses ?» Poirot sourit. « Peut-être. Ou peut-être pour démêler une tragédie avant qu'elle ne survienne. » Le sourire de Marchand s'estompa. « Vous parlez comme si quelque chose s'était déjà produit. » Poirot s'approcha.
Monsieur Marchand, étiez-vous là hier soir après la représentation? Pendant un temps, j'ai bu un verre dans la loge, puis je suis parti. Seul. Marchand hésita. J'ai proposé à Evelyne Ingram de me déposer, mais elle a refusé. Je suis sorti du hall et j'ai hélé un taxi. Vous pouvez demander au portier. Poirot hocha lentement la tête. Et l'œillet blanc. Marchand cligna des yeux. Pardon. La voix de Poirot était douce. L'homme au 3e rang, celui qui laisse un œillet chaque soir. Vous le connaissez? Le sourire de Marchand revint, mais il était plus fin maintenant. Aucune idée. Ça a l'air dramatique. Ça convient parfaitement à notre public. Le regard de Poirot s'attarda encore un instant, puis il se retourna. Merci, monsieur. Ce sera tout. Alors que nous quittions la salle verte, je me suis penché vers Poirot. Tu le crois? Poirot resta silencieux quelques pas, puis il dit « Je crois que c'est un homme habitué à être vu, et il n'aime pas voir les autres davantage. » Nous retournâmes une dernière fois à la loge avant de partir. Poirot se tenait de nouveau devant le miroir, contemplant sa surface argentée comme si elle contenait plus de vérité que tous les mots prononcés ce jour-là. Il posa le bout d'un doigt contre la vitre. Un miroir reflète Hastings, mais il ne juge pas. Il ne nous montre que ce que nous sommes prêts à voir. Et que vois-tu? Poirot recula. Je vois une apparition, brisée non par sentiment mais par avertissement, et je vois une femme qui craint son passé, parce qu'elle n'a plus aucun contrôle sur lui. Il s'est alors tourné vers moi. La question, mon ami, n'est pas au MSJ j'ai cassé le médaillon. C'est pourquoi maintenant? Et dans sa voix, je sentais que la réponse se formait déjà, aussi silencieuse qu'un murmure derrière le rideau. Chapitre 3. Les ombres derrière le rideau. Il était le milieu de l'après-midi lorsque nous sommes retournés au théâtre du Lys. Poirot avait demandé à être seul dans la loge de Madame Dulac pendant 1 heure exactement, et pendant ce temps, j'ai erré seul dans les couloirs du théâtre, familier désormais du léger grincement du vieux bois et de l'odeur de moisi du velours usé par des décennies d'applaudissements. Quand je l'ai rejoint, je l'ai trouvé non pas en train d'examiner le contenu de la pièce, comme je m'y attendais, mais assis en tailleur sur le sol devant le miroir, les yeux plissés, les sourcils froncés de concentration. « Mais bon sang, que fais-tu là-bas » demandai-je. Poirot ne quitta pas le regard du plancher. « Mon cher Hastings, je mène une expérience de psychologie, viens voir. » Je m'avançai et vis qu'il avait dispersé les minuscules fragments du camé brisé sur un mouchoir posé sur le tapis. « Voyez-vous, dit-il, ils ont été disposés délibérément sur le miroir, un cercle parfaitement formé, mais quelqu'un se tenait là pour les placer, et le miroir aurait reflété leur visage pendant qu'ils le faisaient. J'y ai pensé. Une sorte de message pour eux-mêmes? Non, dit Poirot, une représentation. Comme pour tout au théâtre, l'effet est primordial, mais c'est Langlet-Dieu trouve cela très intriguant. Il se leva et poussetant soigneusement son pantalon. Ceux qui ont placé les pièces n'ont pas hésité. Ils ont travaillé vite et avec précision. Cela indique qu'ils avaient accès aux lieux, qu'ils les connaissaient bien et qu'ils étaient certains de ne pas se faire repérer. Quelqu'un dans les coulisses. Exactement. Nous sommes sortis des loges et avons pénétré dans les coulisses de la scène où les préparatifs du spectacle du soir avaient déjà commencé. Le rideau était encore tiré, mais le décor était en partie monté. Un élégant salon, habillé de meubles d'époque et rétroéclairé par des gélatines sépia. L'illusion de richesse, de calme, une sérénité trompeuse. Poirot marqua une pause. « Dis-moi, Hastings, te souviens-tu de l'homme d'hier soir, celui à l'œillet ?» Bien sûr, il était assis au 3e rang. Seul, il s'est éclipsé dès que le rideau est tombé. Oui, Poirot hocha la tête pensivement.
et pourtant, aucun des acteurs ni des machinistes ne semble le connaître. Pas de nom, pas de question, pas d'interaction. Curieux, n'est-ce pas? Je fronçai les sourcils. Tu crois qu'il n'est pas qu'un admirateur? Je pense qu'il n'est peut-être pas du tout un admirateur. À ce moment-là, une voix basse nous interrompit. Tu n'es pas le premier à t'interroger sur l'homme à la fleur. Nous nous sommes retournés et avons vu une silhouette élancée émerger de l'ombre. Il devait avoir la soixantaine, la silhouette voûtée et de longs doigts légèrement tachés d'encre. Sa veste était usée mais propre, et ses yeux, pâles et vitreux, nous observaient avec un léger amusement. Je m'appelle Félix. Je suis responsable des accessoires. Je suis ici depuis avant la guerre. Poirot incline la tête. Monsieur Félix, vous dites que vous connaissez cet homme? Je l'ai vu, dit Félix, appuyé contre une pile de caisses. Pas seulement cette semaine, depuis des mois. Il vient toujours les soirs où Madame Dulac se produit, même rangée, même fleur. Il repart toujours dès que les lumières s'éteignent. Poirot fit un geste doux. Et tu ne lui as jamais parlé? Personne ne l'a fait, pas même le personnel de la billetterie. Il achète son billet par courrier, en espèces uniquement. Il demande la même place, au 3e rang, au centre gauche. Le regard de Poirot s'aiguisa. C'est très précis. Félix hocha la tête. Il y a plus. Je l'ai aperçu dehors, une fois, après un spectacle. Il n'était pas seul. Poirot s'approcha. Ah? Il parlait à une femme, d'âge mûr, un voile sombre, le genre de femme qui ne veut pas être vue. Ils se disputèrent, doucement mais violemment. Puis elle s'éloigna et il ne la suivit pas. Le visage de Poirot s'assombrit à force de réflexion. Madame Dulac a-t-elle déjà mentionné quelqu'un correspondant à cette description? Pas pour moi, dit Félix. Mais elle est nerveuse ces derniers temps. Ça se sent dans sa voix quand elle chante, comme si elle regardait par-dessus son épaule. Poirot remercia le vieil homme et retourna dans le hall avec moi à ses côtés. « Vous voyez, Hastings, dit-il, nous sommes maintenant proches du cœur du problème. » De quoi exactement? De la raison pour laquelle le camé a été détruit. Nous sommes passés devant le guichet et Poirot s'est arrêté. « Pardon, mademoiselle, dit-il à la jeune femme derrière la vitre. Pourriez-vous récupérer l'enveloppe du siège 3C d'hier soir? » La jeune fille hésita, puis recula et feuilleta un dossier. Elle revint un instant plus tard avec une enveloppe crème marquée 3C. À l'intérieur se trouvait le moignon, propre et sans pli. « Jamais déchiré, » murmura Poirot. La jeune fille semblait incertaine. Il n'est pas passé par l'entrée principale. S'il a utilisé le billet, il est entré par l'est, par le couloir de la Seine. Merci. Nous avons quitté le bâtiment et sommes restés sur le trottoir. Poirot a sorti un petit carnet et a noté quelques mots. « Tu penses qu'il a accès par l'arrière ?» demandai-je. « Je pense qu'il est. Il fait partie du théâtre, » répondit Poirot, « ou l'était. C'est pourquoi personne ne le questionne. Il appartient et n'appartient pas, comme un fantôme revenu voir une pièce et qui ne se souvient plus de lui. » Nous sommes rentrés à Whitehaven Mansion juste au moment où le brouillard commençait à tomber. À l'intérieur, Poirot déposa les fragments du camé sur son bureau et commença à les réarranger, pièce par pièce, comme une mosaïque. « Il y a autre chose ici, » murmura-t-il, « un lien encore inconnu. » Je me suis assis en face de lui, observant la concentration dans son expression. « Poirot, » dis-je doucement, « penses-tu que Madame Dulac est réellement en danger ?» Il leva les yeux. « Elle est déjà en danger, Hastings, mais elle ne sait pas de qui. » Il plaça le dernier fragment, une boucle d'ivoire qui ressemblait au bord d'un visage, à côté des autres, et recula. « Voilà, dit-il. L'image était incomplète, mais les caractéristiques de la sculpture étaient désormais plus claires. Non
pas une figure sans nom comme je l'avais supposé, mais le profil d'une femme avec les cheveux tirés en arrière et une broche distinctive gravée sous le décolleté. Poirot l'a tapoté. Ce n'était pas une apparition anonyme, c'était une ressemblance. La prise de conscience s'est faite. Vous voulez dire que la sculpture représentait quelqu'un que Madame Dulac connaissait? Non, dit Poirot. Bien sûr, quelqu'un qui la connaissait, peut-être intimement, et qui croyait qu'elle avait oublié. Il se leva brusquement. Je dois lui reparler. Ce soir. Je me suis levé à mon tour. Je viens? Non, mon ami, je dois y aller seul. Il récupéra son manteau et partit en toute hâte, sa silhouette disparaissant dans le brouillard au moment même où les cloches de Saint-Martin sonnaient 6 heures. Je suis resté derrière, fixant les fragments laissés derrière, et même si je ne savais pas encore pourquoi, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque part dans le motif se trouvait non seulement le visage d'une femme, mais le visage de celui qui l'avait brisé. Chapitre 4. Le visiteur dans le brouillard. Le brouillard s'était épaissi jusqu'à devenir velouté lorsque Poirot arriva rue Montaigne, les 3 croissants de Kensington, où Madame Céleste Dulac louait une maison de ville modeste mais décorée avec goût. Elle se dressait derrière un portail bas en fer forgé, à moitié englouti par le lierre, son lampadaire projetant un faible halo dans la brume. Poirot fut introduit par une servante qui murmura à peine et lui offrit du thé dans une délicate tasse de porcelaine qu'il toucha à peine. Madame Dulac le rejoignit au salon quelques instants plus tard, vêtue non pas de ses soieries habituelles, mais d'une robe grise, le visage dénué du maquillage et de la poudre de la scène. Sans cet artifice, elle paraissait plus âgée, moins comme une star que comme une femme poursuivie par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Je vous suis reconnaissante d'être venu, monsieur Poirot, dit-elle en s'enfonçant dans le canapé en face de lui. Je me sens mal à l'aise depuis notre dernière conversation. C'est parce que, madame, dit doucement Poirot, vous êtes traquée. Ses yeux se posèrent sur lui, surprise, puis elle les baissa. Par qui? Murmura-t-elle. C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, mais d'abord, vous devez m'aider en répondant sans omission, sans artifice, comme si vous ne jouiez pas, mais confessiez. Elle hocha la tête. Poirot se pencha en avant, les doigts joints. Le camé, Madame Dulac, ce n'était pas seulement un souvenir, c'était une ressemblance. Ses yeux s'écarquillèrent. Oui, tu as raison. De qui? Ma mère, dit-elle doucement. Quand elle était jeune, elle a été sculptée d'après une photographie par un artisan itinérant. Ma grand-mère l'a fait réaliser juste après les fiançailles de ma mère. Le regard de Poirot s'aiguisa. Fiançailles à un homme qu'elle n'a jamais épousé, un homme dont elle a refusé de parler plus tard. Je n'ai jamais su son nom, seulement que quelque chose avait terriblement mal tourné. Et vous croyez que la destruction du camé est liée à cette histoire? Elle hocha la tête. Je n'en ai jamais parlé à personne. Mais maintenant, quelqu'un doit le savoir, quelqu'un de l'époque. Poirot pencha la tête. Vous avez dit que votre mère était décédée il y a 5 ans. Avant cela, avait-elle déjà été contactée par quelqu'un de son passé, quelqu'un d'inhabituel, une visite, une lettre? Madame Dulac hésita. Il y avait une lettre. Je l'ai trouvée parmi ses affaires après son décès. Elle n'était pas signée. Juste une date et une phrase. Tu as menti. Tu as menti, traduisit Poirot. Oui, je n'ai jamais compris. Tu l'as toujours? Elle hocha la tête et se leva, disparaissant brièvement dans la pièce voisine. Elle revint avec une enveloppe fine, jaunie au coin. Poirot la prit délicatement et examina le papier. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite au recto, seulement la date, 12
12 mars 1902 et la phrase « Tu as menti » griffonnée sur la page à l'intérieur. Ce n'était pas un envoi postal, a-t-il dit. C'était une remise en main propre. Elle ne dit rien et le silence confirma ses soupçons. Poirot se leva. « Madame, je dois vous poser une question désagréable. Votre mère a-t-elle eu un enfant avant vous? Ou en a-t-elle perdu un ?» Elle détourna le regard. Il y avait des rumeurs. Parmi les membres les plus âgés de notre famille, ma grand-mère disait que la saison du chagrin. Ma mère n'a jamais rien confirmé, mais elle pleurait parfois dans son sommeil. Le regard de Poirot se rétrécit légèrement. « Je crois que quelqu'un t'observe. Je crois que quelqu'un se sent trahi, pas par toi, mais par la femme dans ce médaillon. » Madame Dulac serra ses bras autour d'elle. « Tu penses que c'est une vengeance? »« Je pense, » a déclaré Poirot, « que c'est un héritage. » On frappa soudainement à la porte d'entrée. Poirot se retourna. Madame Dulac parut alarmée. « Je n'attends personne. » La servante apparut, les yeux écarquillés. « Madame, il y a un monsieur dehors. Il dit venir rendre quelque chose. » Poirot s'avança. « Demande-lui son nom. » La servante disparut. Quelques instants passèrent, puis elle revint, la voix tremblante. Il dit qu'il s'appelle personne. Le visage de Poirot s'assombrit. « N'ouvre pas la porte, » dit-il rapidement, mais il était trop tard. Un craquement de gonds, un vent froid, et un homme entra dans l'entrée. Il était grand, mince, vêtu d'un pardessus couleur cendre. Ses yeux étaient bleu pâle, presque incolores, et il portait un chapeau à larges bords qui lui tombait bas sur le front. Dans une main, il tenait une petite enveloppe. Il regarda d'abord Madame Dulac, puis Poirot. « Je n'ai rien contre toi, » dit-il à Poirot. Sa voix était neutre, comme dénuée d'émotion. Poirot fit un pas en avant. « Et pourtant, vous la portez à sa porte. » L'homme l'ignora et se tourna vers Madame Dulac. « Tu as oublié, c'était ton péché. »« Je... » commença-t-elle, mais l'homme leva la main. Elle a oublié ce qu'elle devait. Et le passé, madame, finit toujours par payer. Poirot se plaça désormais entre eux. « Tu vas t'expliquer tout de suite. » L'homme le regarda fixement et, pour la première fois, quelque chose changea sur son visage, non pas de la colère, mais du chagrin, tendu comme une toile. « Je suis venu pour rendre ce qui a été pris, » a-t-il déclaré. Sur ce, il posa l'enveloppe sur la table et se retourna. Sans un mot, il retourna dans la nuit et disparut. Madame Dulac s'effondra sur le canapé. Poirot tendit la main vers l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie, froissée, décolorée, mais reconnaissable entre toutes. Une jeune femme, le même visage que celui du camé, tenant un bébé dans ses bras. Derrière elle se tenait un homme, les traits obscurcis, mais sa présence imposante. Il y avait une deuxième note. « Je suis revenu. Pour elle, pour toi. Je suis revenu pour elle, pour toi. » Poirot plia soigneusement la photographie et la glissa dans sa poche. « Nous devons agir maintenant, » a-t-il déclaré, « avant que ce passé ne devienne votre avenir. » Plus tard, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot posa la photo sur son bureau et la contempla jusque tard dans la nuit. J'étais revenu avant lui et je l'avais trouvé ainsi, immobile comme une statue, le front plissé d'une gravité inhabituelle. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je. Il ne répondit pas tout de suite, puis il dit « Cela signifie que nous n'avons plus affaire à un message. » Je fronçai les sourcils. « Et alors ?» Il s'est tourné vers moi. « Nous traitons une réclamation. » « Une réclamation. » Poirot tapota la photographie. « Cet homme croit avoir perdu quelque chose. Il croit qu'elle l'a pris. Et maintenant, il revient non pas pour menacer, mais pour collecter. » Chapitre 5. L'homme appelé personne. Il était un peu plus de 7 heures le lendemain matin lorsque j'ai trouvé Poirot déjà réveillé, entièrement
entièrement habillé et assis à la table du petit déjeuner, lisant une fois de plus la lettre, celle laissée par l'homme dans le brouillard. Il a à peine touché à son thé. « Bonjour, Hastings, » dit-il doucement, sans lever les yeux. « Tu as bien dormi ?»« Assez bien, » répondis-je, même si, à vrai dire, j'avais rêvé d'ivoire brisé et de visage embué, d'une femme pleurant derrière un rideau qui ne se levait jamais. « Et vous ?» Il fit un léger sourire. « Je n'ai pas besoin de dormir quand j'ai un mystère pour compagnie. » Je me suis servi un café et je me suis assis en face de lui. Alors, cet homme, ce personne, qui est-il ? « Voilà, mon ami, » dit Poirot en tapotant délicatement l'enveloppe du bout du doigt, la question à laquelle j'ai l'intention de répondre avant que quelqu'un d'autre ne meure. Je marquai une pause surprise. « Tu crois qu'il est capable de… » Poirot leva la main. « Ne présumons pas de violence. »« Pas encore, mais présumons du désespoir. Il attend depuis longtemps, trop longtemps, une réponse qu'il croit lui avoir volée. » Il se leva brusquement, et les hommes désespérés sont dangereux. Notre première visite fut au bureau d'état civil de Kensington. Poirot avait téléphoné pour demander l'accès aux actes de naissance et de baptême des années 1880 à 1902. Il fut conduit dans une petite salle de lecture par un commis portant des lunettes à monture d'écaille et affichant une déférence confuse. « La mère de Madame Dulac s'appelait Aimée Lavergne », expliqua Poirot. « Je recherche des documents attestant de la naissance d'un enfant portant ce nom ou une variante de celui-ci. » Cela prit un certain temps. On sortit des archives des tomes poussiéreux, on tourna les pages délicatement sous des mains gantées. Au bout de 45 minutes, Poirot marqua une pause sur une ligne. « Voilà, » murmura-t-il. Je me suis penché. L'entrée disait « Clara Lavergne, née le 2 mars 1902, mère Aimée Lavergne, père non mentionné, baptisé paroisse Saint-Vincent de Clerkenwell, mais le nom de Madame Dulac est Céleste, dis-je. En effet, elle est née en 1905. Ce qui signifie que Clara est née la première, puis a disparu des archives familiales. » Poirot se rassit dans son fauteuil, les yeux brillant maintenant d'une intensité silencieuse. Il y avait un enfant avant Céleste, caché, effacé peut-être, mais pas oublié. Nous avons quitté le bureau d'état civil et Poirot a hélé un taxi. « Paroisse Saint-Vincent », dit-il, « Clerkenwell. » L'église était un modeste bâtiment en pierre, niché entre des immeubles en briques et une chapellerie aux volets fermés. À l'intérieur, une odeur d'encens et de cirage flottait. L'air était calme et empreint de recueillement. Un prêtre nous accueillit, le père Bellamy, un homme au regard bienveillant et à la prudence prudente. « Oui, je me souviens du nom de Lavergne, » dit-il après que Poirot eut expliqué notre question. « Clara a été baptisée ici, mais elle n'a pas grandi dans la paroisse. »« Que lui est-il arrivé ?» demanda Poirot. Le père Bellamy hésita. « Je me souviens de murmures. La mère, Aimée, avait amené l'enfant seul. Il n'y avait aucune mention du père, ni d'adresse de retour. Elle était nerveuse, effrayée même. Elle a fait un don et est partie avant que je puisse lui demander grand-chose. Est-ce qu'elle a emmené l'enfant avec elle ? » ?»« Non, » répondit doucement le prêtre. « Le bébé est resté. Il a été laissé avec un mot demandant qu'on prenne soin d'elle et qu'elle ne soit pas rendue à sa famille. En moins d'une semaine, elle a été adoptée. » Les sourcils de Poirot s'arquèrent. « Adoptée par qui ?» Le père Bellamy consulta un registre et en sortit une page à l'encre délavée. Parents adoptifs, Marguerite Gray, veuve. Madame Gray était sans enfant. Elle vivait seule en bordure de Beau. Elle a recueilli Clara et a changé son nom de famille. J'ai perdu leurs traces après 1905. Poirot étudia l'entrée pendant un long moment. «
Merci, mon père. Alors que nous partions, il leva les yeux vers le clocher. Il n'y a pas de blessure plus profonde, a-t-il dit, que celle d'être effacée. En fin d'après-midi, nous avons retrouvé la trace de la dernière adresse connue de Marguerite Gray. La maison avait été démolie depuis longtemps, mais une vendeuse de l'épicerie du coin se souvenait du nom. Elle a eu un garçon, dit la femme. Un type discret. Il a grandi bizarrement. Il observait constamment les choses. Il n'était pas tout à fait normal, disait-on. Il a quitté la ville à peine adulte. Un nom ? Demanda Poirot. Simon, dit-elle. Simon Gray. Poirot se figea, puis il se tourna lentement. Simon, l'enfant biblique qui attend et n'est pas choisi. Ce soir-là, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot se tenait devant la cheminée, une carte de Londres étalée sur le sol, des épingles et des fils marquant les points clés. Saint-Vincent, la rue Montaigne, le théâtre d'Ulysse. J'ai versé 2 eaux-de-vie et je lui en ai tendu une. Ce Simon Gray, tu crois que c'est l'homme du théâtre? Je crois que c'est l'homme du brouillard. L'homme qui signait son message par personne. Poirot sirotait son brandy. Il n'est pas fou, Hastings. Il est oublié, et c'est une folie puissante en soi. On a frappé à la porte. Mademoiselle Lemont est apparue avec un télégramme. Poirot l'ouvrit, les yeux plissés tandis qu'il lisait. Réginald Venn trouvé inconscient dans son bureau. Stop théâtre validé. Stop rien n'a été volé. Stop. Poirot a plié le message. Cela a commencé, dit-il doucement. Nous atteignîmes le théâtre d'Ulysse en moins de 20 minutes. Le brouillard s'était à nouveau épaissi, enveloppant les lampadaires d'une étrange aura dorée. À l'intérieur, la salle était sombre et froide. La police s'activait, parlant à voix basse. Réginald Venn était allongé sur un canapé en coulisses, un bandage autour de la tempe, un agent à ses côtés. Il s'agita à notre entrée. « Je ne l'ai pas vu », murmura Venn. « Il est passé par derrière. » Il a dit qu'il cherchait quelqu'un, puis l'obscurité. « A-t-il dit un nom ?» demanda Poirot. Venn hocha faiblement la tête. « Clara » murmura-t-il. Poirot se tourna vers le gendarme. « Fouillez le bâtiment, chaque couloir, chaque escalier, il est peut-être encore à l'intérieur. » Nous avons suivi les agents dans les profondeurs du théâtre, dans les salles de costumes, les placards à accessoires, les appartements derrière la scène, et puis, dans les coulisses, nous l'avons trouvé. Un deuxième message. Dessinés à la craie sur le plancher de la scène, des lettres tordues, mais reconnaissables entre mille. « Je suis le miroir, je suis le miroir. » Poirot fixa l'écriture. « Personne ne se voit clairement, » murmura-t-il. Mais lui, il croit le voir clairement. Il s'est tourné vers moi, la voix basse. « Simon Gray ne cherche plus de réponse, Hastings. Il croit qu'il est la réponse. Alors que va-t-il faire ?» Le visage de Poirot était sombre. « Il reviendra vers la femme qui, selon lui doit la vie. » Et Céleste, Poirot m'a regardé droit dans les yeux. Chapitre 6. La variable finale. Un coup sec retentit dans l'appartement de Poirot à 9 heures précises le lendemain matin. Le capitaine Hastings, à mi-chemin du beurrement des toasts, leva les yeux lorsque mademoiselle Lemont fit son apparition chez l'inspecteur Japp. L'inspecteur paraissait plus énervé que d'habitude, son chapeau serré dans une main. « Elle a avoué », dit-il sans détour, dès qu'il entra dans le salon. Poirot ne parut pas surpris, il sirota tranquillement son chocolat. « Ah, le grand docteur Pym a reconnu sa culpabilité. » Japp se laissa tomber sur une chaise. Pas vraiment, elle a admis connaître Veil et l'avoir envoyé récupérer la boîte. Elle dit qu'elle voulait simplement récupérer son ancien bien sans jamais avoir l'intention de faire autre chose. Elle prétend lui avoir donné un sédatif pour le faire taire, pas pour le tuer. Poirot haussa un sourcil. C'est curieux. Surtout quand le composé en question n'a aucun effet sédatif à faible dose et est mortel à dose modérée. Exactement, mais bon, dit Japp en se frottant les tempes, elle est intelligente.
La couronne devra prouver l'intention. Elle voulait le tuer, dit doucement Poirot, mais la question n'est plus là. Japp leva les yeux. Ce n'est pas vrai. Poirot se leva et marcha lentement vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Elle voulait tuer Veil, oui, mais elle n'a pas orchestré le vol des boutons de manchette. Hastings s'étouffa avec son toast. Pardon? Poirot se retourna lentement. Elle a engagé Veil pour récupérer la boîte à musique. C'était son seul intérêt. Elle voulait la récupérer pour des raisons sentimentales, ou peut-être parce qu'elle craignait ce qu'elle cachait à l'intérieur. Et les boutons de manchette? Demanda Japp. Poirot plissa les yeux. Quelqu'un d'autre les a pris. Pendant que le docteur Pym se concentrait sur la boîte, quelqu'un d'autre avait les yeux rivés sur les bijoux de Lord Bramhurst. Japp cligna des yeux. « Vous me dites que nous avons 2 crimes distincts exécutés la même nuit ?»« Exécutés », a déclaré Poirot, avec une coordination étonnante. Plus tard dans l'après-midi, Poirot et Hastings rendirent visite à Lord Bramhurst dans sa propriété familiale de Chelsea. Le noble les accueillit avec son habituel mélange de charme et de dédain. « J'ai entendu dire que des félicitations étaient de mise, » dit-il en se versant un cognac. « Vous avez attrapé le méchant docteur. Mais où sont mes boutons de manchette? »« C'est précisément pour cela que nous sommes ici, » répondit Poirot. Bramhurst haussa un sourcil. « Tu n'es pas satisfait? »« Non, » répondit Poirot, « parce que tes boutons de manchette n'étaient pas dans la boîte sous le piano. Val n'y a jamais touché. » La couleur disparut subtilement du visage de Bramhurst. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, » dit Poirot en arpentant lentement le tapis persan, « que quelqu'un les a enlevés avant la représentation, avant que Veil ait eu l'occasion de les voler. Je ne comprends pas. »« Oh, mais si, » dit doucement Poirot. « Si, parce que tu les as pris toi-même. » Bramhurst posa son verre avec une précaution exagérée. « C'est absurde. »« Vraiment ?» Poirot ouvrit la poche de son manteau et en sortit une photo, une image agrandie de Bramhurst, prise le soir du dîner, prise par l'appareil d'un invité. Sur la photo, sa manchette gauche brillait du saphir carré, sa droite, vide. « Vous ne portiez qu'un seul bouton de manchette ce soir-là, monseigneur. L'autre avait déjà disparu. » Bramhurst rit, mais son rire sonna creux. Un oubli. Poirot posa une pochette en velours sur la table. « Récupérée hier dans votre tiroir de bureau, cachée sous une pile de correspondance, avec une déclaration d'assurance datée du lendemain du vol pour la valeur totale de la paire. » La mâchoire du noble se serra. « Vous avez mis en scène le vol, » dit Poirot d'une voix sèche. « Vous pensiez que le chaos de l'incident de Veil obscurcirait toute surveillance. Et c'est bien ce qui s'est passé. »« Mais pourquoi ?» demanda Hastings perplexe, « un homme de votre fortune. »« La richesse, » murmura Bramhurst, « est une illusion fragile. Les investissements échouent. Les successions saignent l'argent. J'avais besoin de l'argent. Les boutons de manchette étaient assurés pour 30 000 livres. Il eut un petit rire amer. Je ne m'attendais pas à ce que le pianiste tombe raide mort en pleine fuite. Ça a tout chamboulé. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et vous n'avez pas pensé qu'un innocent pouvait mourir ?»« Je ne savais pas qu'il y aurait du poison, » rétorqua Bramhurst. « C'était elle, pas moi. » Poirot s'avança, et ainsi 2 complots se sont croisés, la cupidité de l'un, la paranoïa de l'autre, et au milieu, un voleur sans loyauté envers aucun des deux. Japp entra alors dans la pièce après avoir attendu juste à l'extérieur. « Vous êtes en état d'arrestation, Lord Bramhurst, pour fraude, obstruction et vol. Espérons que le juge n'est pas membre du Bellamy Club. » Bramhurst n'a pas résisté. Il s'est simplement affalé dans son fauteuil, comme s'il avait vieilli de 10 ans. De retour à Whitehaven Mansions, Hastings fixait le plafond, toujours sous le choc. « Je n'arrive pas à y croire. 2 machinations, 2 criminels, les probabilités. »
Poirot sourit faiblement. Ah, mais c'est souvent dans la vie et dans le crime que des variables indépendantes entrent en collision. Il retourna une des boîtes à musique dans ses mains. Il reste une dernière énigme, dit-il doucement. Hastings s'assit. Quoi? Poirot ouvrit à nouveau la deuxième boîte à musique, intacte. La mélodie retentit et, une fois de plus, quelque chose sous la doublure attira son attention. Il le décolla doucement. À l'intérieur, une petite clé en diamant. Poirot fronça les sourcils. Hastings regarda de plus près. Qu'est-ce qui est déverrouillé? Poirot étudia la clé, puis sortit de sa bibliothèque un petit coffre-fort carré, un qu'il avait récupéré quelques jours plus tôt dans l'appartement de Pym et qu'il n'avait pas encore examiné en détail. La clé s'adapte. À l'intérieur se trouvait une lettre, dactylographiée sur du papier jauni. Il en lut les premières lignes et son visage changea. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Poirot lut à haute voix. À quiconque trouvera ceci, la boîte contient mon œuvre finale, ma formule, le composé verdantin sous forme stable. Cachez-le soigneusement, car son utilisation abusive serait catastrophique. Il a été signé Monsieur V. Tracle. Tracle, murmura Hastings. N'était-ce pas l'ancien mentor de Pym, le chimiste autrichien disparu pendant la guerre? Poirot hocha la tête. Elle ne voulait pas seulement cette boîte pour le sentiment. Elle voulait s'assurer que personne ne trouve jamais cette formule. Il expira lentement. Elle a tué pour l'enterrer. Bramhurst a volé pour échapper à ses dettes, et un pianiste en a payé le prix. Il ferma la boîte et regarda par la fenêtre le ciel gris. Et pourtant, les gens me demandent, dit-il doucement, pourquoi je ne sous-estime jamais le cœur humain. Chapitre 7. Ombre à Prague. Le lendemain matin, le brouillard planait sur Londres, imprégnant l'air d'un froid métallique qui lui collait à la peau. Hercule Poirot était tranquillement assis dans son fauteuil, la boîte à musique ouverte sur la table à côté de lui. La clé en diamant reposait contre un tissu de velours, tandis que la lettre signée Monsieur V. Tracle reposait à côté d'une tasse de chocolat fumant. De l'autre côté de la pièce, Hastings marchait sans relâche. Alors cette formule, verdantine, est-elle vraiment dangereuse? Demanda-t-il en jetant un nouveau coup d'œil à la lettre. Le visage de Poirot était sombre. C'est plus qu'un poison, Hastings. La verdantine est un composé d'une rare précision. À petite dose, elle peut rendre un homme inconscient pendant des heures sans causer de dommages. À plus forte dose, elle tue sans laisser de traces. Indétectable? Pour les non-initiés, oui, mais ce que le docteur Tracle a écrit ici est encore plus dangereux. Le composé sous forme stable. La verdantine était autrefois volatile. Elle se dégradait rapidement. Si Pym détenait la version stable, alors n'importe qui y ayant accès pourrait le fabriquer en masse. Poirot hocha la tête. Imaginez-le entre les mains de gouvernements ou de criminels. Ce serait l'outil parfait pour assassiner, contraindre et faire la guerre. Hastings siffla. Alors, elle ne se contentait pas de brouiller les pistes, elle protégeait le monde. Peut-être, mais la méthode utilisée était toujours le meurtre. On a frappé à la porte. Mademoiselle Lemont entra, tenant un télégramme. Poirot l'ouvrit lentement. Demande de renseignements de Vienne concernant les documents Tracle manquants. Agent à Londres pour prendre contact. Urgent. Attaché d'ambassade. Poirot plia le papier sans un mot. Vienne? Demanda Hastings. D'autres chimistes? Non, répondit Poirot. Quelqu'un qui cherchait l'œuvre de Tracle. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais cessé de chercher. Ce soir-là, Poirot et Hastings prirent un taxi pour l'Institut culturel autrichien près de South Kensington. Le bâtiment, avec sa majestueuse façade néoclassique,
brillait chaleureusement dans le crépuscule. À l'intérieur, un homme de grande taille, à la coupe soignée et au manteau impeccable, les accueillit avec un anglais accentué. « Ah, Monsieur Poirot, je suis Émile Rössler. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Ils étaient assis dans un bureau tranquille, à côté du hall principal. Rössler versait le thé avec un mécanisme d'horlogerie, puis sortit une photographie délavée. Elle montrait un groupe de scientifiques dans un laboratoire viennois vers 1912. Une jeune Agatha Pym se tenait à côté d'un homme aux yeux intenses et à la barbe, le docteur Tracle. « C'est la seule photographie connue », a déclaré Rössler. « L'œuvre du docteur Tracle a disparu après 1914, mais nous pensons maintenant que des fragments ont été introduits clandestinement en Angleterre. Vous êtes en possession d'un de ces fragments. » Poirot ne l'a pas nié. Rössler se pencha. « La verdantine n'a jamais été une arme, monsieur. Elle était censée servir d'anesthésique pour les opérations chirurgicales sur le champ de bataille, mais elle était instable. Tracle ne l'a jamais perfectionnée. Pourtant, le docteur Pym possédait le composé stable. » Rössler hocha la tête, ce qui signifie qu'elle l'a soit améliorée, soit complété sa formule. Hastings prit la parole. « Alors, vous êtes ici pour le détruire ou le récupérer ?» Rössler n'a pas répondu immédiatement. « Notre préoccupation est le confinement. Si l'existence de ce composé se répand, d'autres suivront, pas seulement des scientifiques. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Vous n'êtes pas qu'un simple attaché culturel. »« Non, » répondit simplement Rössler. « Je travaille sur une directive de protection scientifique à Vienne, non officielle, mais nécessaire. » Poirot joignit les doigts. « Alors parlons franchement. Que voulez-vous » Rössler marqua une pause. La lettre et la clé, pour pouvoir vérifier puis supprimer. Poirot se leva et marcha lentement vers le foyer. « Vous croyez faire ce qui est juste. Le docteur Pym aussi. Et pourtant, un homme gît mort. Tu le garderais ?» Poirot se retourna. « Non, monsieur. Mais je dois savoir qui d'autre cherche avant de vous donner quoi que ce soit. » Les yeux de Rössler se relevèrent. « Que veux-tu dire ?» Poirot ouvrit un dossier sur la table basse et tendit à Rössler une photo prise par une caméra de surveillance près du Bellamy Club la nuit de la mort de Vaal. On y voyait une berline sombre, brièvement arrêtée derrière le bâtiment. « Les plaques ont été attribuées à une location diplomatique », a déclaré Poirot. « Elles n'ont pas été délivrées à l'Autriche, mais à Prague. » L'expression de Rössler ne changea pas, mais ses jointures blanchirent. « Quelqu'un d'autre est arrivé cette nuit-là, » poursuivit Poirot, et eux aussi cherchèrent la formule de Tracle. Rössler se leva, tendu. « Alors, on est déjà en retard. » Cette nuit-là, Poirot dormit peu. Ses pensées ne se tournèrent pas vers le docteur Pym ni vers Vaal, mais vers l'identité de cet acteur de l'ombre venu de Prague. Quel mobile pouvait bien pousser quelqu'un à risquer de se présenter à un dîner privé, voire de collaborer avec Pym ou Vail? Le lendemain matin, Hastings revint d'une visite à Scotland Yard, les joues rouges à cause du vent. « Poirot, Japp dit que Pym refuse toute autre interview, mais elle vous a transmis un message. » Il tendit un papier plié. En caractères découpés, ils viendront chercher la deuxième boîte. Tu n'as que quelques jours. Vérifie le mécanisme de la cloche. J'ai caché quelque chose. Mon Dieu, souffla Poirot, elle a caché autre chose. Pas seulement la lettre. Ensemble, ils ouvrirent à nouveau la deuxième boîte à musique. Cette fois, Poirot utilisa une pince à épiler pour retirer délicatement la petite cloche en laiton fixée au mécanisme de remontage. À l'intérieur du battant creux se trouvait un morceau de papier, roulé serré. Il l'a déroulé, séquence de formules incomplètes, nécessite un catalyseur stabilisant la chaleur.
une base d'éméraldine. Il regarda Hastings. Elle n'a pas terminé. Elle était proche, mais sans ce catalyseur final, le composé reste inerte. C'est bien, n'est-ce pas? Seulement si personne d'autre ne le découvre. Mais l'expression de Poirot était troublée. Si Pym craignait que quelqu'un ne complète la formule, cela signifie que quelqu'un d'autre a accès aux premiers travaux de Tracle, peut-être même à ses carnets originaux. Hastings pâlit. Et s'ils le font, alors le véritable danger n'a pas encore commencé. De retour à son appartement, Poirot écrivit une lettre, non pas à Ressler, mais au ministère britannique des Sciences et de la Guerre. L'affaire, conclut-il, dépassait les limites d'une seule agence. Il garda néanmoins la formule enfermée dans son coffre-fort. Alors qu'il tournait la clé et composait la combinaison, Hastings dit doucement « Avez-vous confiance en Ressler ?» Poirot secoua la tête. « Je ne fais confiance à personne dans cette affaire, pas encore. » Il regarda à nouveau la boîte à musique, belle, délicate, mortelle. « Tout a commencé avec une paire de boutons de manchette, » dit doucement Poirot. « Et maintenant, nous sommes au bord d'une guerre secrète. » Il a croisé les mains. « Et moi, Hercule Poirot, je dois maintenant me préparer à ce qui va suivre. » Chapitre 8. Les observateurs dans le brouillard. La brume matinale s'était épaissie en un épais brouillard suspendu qui enveloppait Londres tel un linceul. Depuis les fenêtres des demeures de Whitehaven, le monde n'apparaissait plus qu'un flou de lampadaires et de silhouettes spectrales, mais dans le salon de Poirot, tout était net, clair et d'une précision douloureuse. Poirot se tenait devant sa cheminée, les bras croisés, les deux boîtes à musique jumelles posées côte à côte sur le manteau. Le fragment retrouvé de la formule de Tracle reposait entre elles, aplati et pressé entre deux vitres. Non loin de là, la minuscule clé en diamant reposait sur son carnet fermé, le récit de toutes les tromperies, vols et morts commis jusque-là. De l'autre côté de la pièce, Hastings l'observait, le malaise déformant ses traits. « Tu penses à l'avertissement de Pym ?» Poirot hocha légèrement la tête. Elle craignait que la formule ne tombe entre de mauvaises mains. Mais elle craignait aussi que quelqu'un en possède déjà une partie. Et je crois qu'elle avait raison. Il fit un geste vers le coffre-fort. « Cette boîte ne contient plus seulement une curiosité chimique, Hastings. C'est un appât. » On a frappé à la porte. Mademoiselle Lemont entra inhabituellement tendue. « Un homme désire vous voir, monsieur Poirot. Il dit avoir été envoyé par l'ambassade d'Autriche. Il n'a pas de carte, mais insiste sur l'urgence. » Poirot échangea un regard avec Hastings, puis fit un simple signe de tête. « Faites-le entrer. » L'homme qui est entré n'était pas Émile Ressler. Il était plus grand, plus mince, avec une moustache noire cirée et des yeux sombres qui bougeaient constamment, évaluant la pièce, évaluant les sorties, cataloguant les détails. « Je suis le docteur Stéphane Kravik, » dit-il avec un accent sec. « Je suis ici au sujet du dossier Tracle. » Le sourire de Poirot était mince. « Étrange, monsieur. Je m'attendais à quelqu'un d'autre. » « Ressler a été rappelé, » dit Kravik d'une voix douce. « Conflit de juridiction. Je représente désormais la délégation de Prague. »« Je vois, » dit Poirot. « Vous avez récupéré des matériaux que l'on pense provenir des dernières expériences du docteur Tracle. Il est impératif qu'ils soient restitués à leur pays d'origine. »« Prague ?» demanda Hastings, surpris. Mais Tracle était autrichien. Kravik n'a pas bronché. Il a travaillé dans les deux régions. Son laboratoire était financé par un financier pragois. Ses archives étaient partagées. Et vous croyez que le docteur Pym en cachait certains ici à Londres? Je sais qu'elle l'était. Et je sais qu'elle avait l'intention de les détruire. Poirot étudia Kravik attentivement. Vous semblez exceptionnellement bien informé. Kravik soutint son regard d'un air neutre. Notre bureau
bureau suit les recherches sur les verdantines depuis près de 10 ans. Vous pensez que la formule est dangereuse? Kravik sourit, le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Je crois que la connaissance n'est dangereuse que lorsqu'elle est entre de mauvaises mains. Et qui décide des bonnes choses? Cela, dit Kravik froidement, ne te concerne pas. Poirot s'approcha. Alors permettez-moi de faire en sorte que ce soit ainsi. Que savez-vous de Declan Vale? Le sourire de Kravik disparut. Il ne faisait pas partie de notre opération. Mais vous étiez là, dit Poirot. Vos hommes, votre voiture, vos agents surveillaient le Bellamy Club. Ils suivaient Vale, peut-être même Pym. La voix de Kravik se durcit. Nous avons observé, rien de plus. Poirot s'approcha de la cheminée et ramassa doucement le morceau de papier aplati. Ceci contient l'indice catalytique final. Sans lui, la formule reste inerte. Le docteur Pym l'a laissée derrière elle, car elle croyait quelqu'un pourrait tenter de recréer le complexe. Quelqu'un extérieur aux autorités britanniques ou autrichiennes. « Et qu'est-ce que tu vas en faire ?» demanda Kravik à voix basse. « Je le garderai précieusement, » dit Poirot, « jusqu'à ce que je sache où il se trouve vraiment. » L'expression de Kravik ne changea pas, mais la tension dans ses épaules s'accentua. Poirot hocha légèrement la tête. « Vous pouvez laisser vos coordonnées à mademoiselle Lemont. » Kravik hésita, puis enfila son manteau et en sortit une carte, vierge, à l'exception d'un numéro de téléphone tapé en majuscules. Il la lui tendit sans un mot et partit. La porte s'est fermée avec un clic. Hastings expira. Il m'a donné des frissons. Poirot tapota doucement la carte. « Alors, ton instinct te sert bien. Ce n'est pas un attaché culturel. Il est intéressé. Hastings s'intéresse à des manières dont les hommes comme Rustler ne s'intéressent pas. Tu penses qu'il est là pour autre chose que la formule? Je pense qu'il en a peut-être déjà une partie. » Poirot s'assit, les doigts joints. « Et je crois qu'il a l'intention de s'assurer que personne d'autre ne le fasse. » Ce soir-là, le brouillard de la ville s'est transformé en noir de pluie. Poirot, sous un parapluie sombre, retourna une fois de plus au théâtre Windermere. Ses portes pourries et sa façade délabrée se profilaient comme le décor d'un roman gothique. Mais Poirot ne vit pas des fantômes, il vit des échos, des mouvements, des schémas. Il traversa le hall en ruine jusqu'au couloir des coulisses, lampe torche à la main. La police avait depuis longtemps évacué les lieux du meurtre de Val, mais Poirot savait que quelque chose avait été oublié. Il s'arrêta à côté de la fosse d'orchestre. Là où les lames du plancher se courbaient vers l'ombre, un tas de débris était resté intact, de vieux programmes, des mégots de cigarettes, un diapason tordu et une boîte d'allumettes. Poirot l'a ramassée. Sur le côté se trouvait le logo d'un conservatoire de musique de Prague. À l'intérieur, il ne restait qu'une seule allumette, dont la pointe était tachée de vert. Poirot le retourna et sourit sinistrement. « Pas verdantine, murmura-t-il, mais autre chose, peut-être un manuel, un test. » Il empocha la boîte d'allumettes et quitta le théâtre. À Whitehaven Mansions, Poirot travaillait tard dans la nuit. Il a recoupé tous les articles et rapports de renseignement qu'il a pu trouver sur les affiliations de Tracle pendant la guerre, et dans une monographie poussiéreuse publiée à Zurich, il a trouvé la phrase suivante « Projet Saphir », une remarque secondaire rejetée par les chercheurs. Mais l'esprit de Poirot ne négligeait pas les choses. Il se leva et récupéra la réclamation d'assurance originale déposée par Lord Bramhurst, celle relative à l'Azafir-bouton de manchette. Il posa les deux documents côte à côte. « 2 saphirs », murmura Poirot. « L'un est une gemme, l'autre un nom de code. » Son regard se rétrécit. Le vol ne concernait pas seulement des bijoux. Il a appelé Miss Lemon. « Veuillez contacter l'inspecteur Japp immédiatement. Dites-lui que j'ai besoin d'accéder au coffre-fort privé de Bramhurst et
et dites-lui d'apporter le bouton de manchette. À midi, Poirot, Hastings et Japp se trouvaient dans la bibliothèque du domaine de Bramhurst à Chelsea. Le noble, désormais beaucoup moins impérieux, observait nerveusement Poirot examiner l'unique bouton de manchette retrouvé. Poirot prit une loupe de bijoutier pour l'examiner, puis il a tourné le réglage. Avec un doux cliquet, le saphir glissa sur le côté, révélant un compartiment creux. À l'intérieur, une petite bande de microfilm. Poirot se retourna. Le véritable joyau n'était pas la pierre, c'était le secret qu'elle contenait. Japp émit un léger sifflement. Message caché? Poirot hocha la tête. Peut-être des données, peut-être des coordonnées, mais une chose est sûre, Bramhurst était un coursier. Le visage de Bramhurst pâlit. « Je ne l'ai jamais su, murmura-t-il. C'était à mon grand-père. Un héritage familial. Alors quelqu'un savait, dit Poirot, et vous a délibérément ciblé. Il a remis le bouton de manchette à Japp. Faites examiner cela par votre équipe de chiffrement et préparez-vous à d'autres questions. » Ce soir-là, Poirot était assis à son bureau, regardant la pluie ruisseler sur la vitre comme des traînées d'encre. Hastings lui apporta du thé, mais ne dit rien. Finalement, Poirot leva les yeux. « Hastings, les boutons de manchette en saphir n'étaient qu'un début. Les boîtes à musique, la formule, le code, tout cela mène à un secret bien plus ancien, un secret enfoui pendant la guerre. Et maintenant, il ressurgit. Tu penses qu'il y a encore plus à venir ?» Poirot hocha la tête. « Oui, mais cette fois, il ne s'agit pas de bijoux volés, ni de vieilles rancunes. » Il regarda vers les boîtes à musique, silencieuses maintenant. Il s'agit de pouvoir, de savoir, et de qui ose s'en approprier. Il se leva, et Hercule Poirot doit décider s'il doit protéger la vérité ou la détruire. Chapitre 9. Le chiffre sous la pierre. Poirot fixait le bouton de manchette, désormais enfermé dans un tube à preuve en verre, observant l'éclat du saphir refléter la lumière de la lampe avec une menace discrète. Il reposait innocemment sur le bureau de l'inspecteur Japp à Scotland Yard, mais ce qu'il représentait était tout sauf innocent. « Vous me dites, dit lentement Japp, que cette chose est restée sur la commode de Lord Bramhurst pendant des années, cachant un microfilm ?» Poirot hocha la tête. Pas n'importe quel microfilm. L'une des dernières transmissions non récupérées d'un réseau de messagerie en temps de guerre. Les dossiers traclent. C'est ma conviction, a déclaré Poirot. Je ne peux pas encore en dire plus sur son contenu précis. Japp prit le film avec une pince à épiler et le tourna vers la lumière. Il est minuscule, à peine assez de place pour quelques lignes. Ce qui le rend parfait, a déclaré Poirot, pour un chiffre. Hastings, debout à proximité, fronça les sourcils. Mais à quoi bon cacher un code dans un bouton de manchette? Pourquoi ne pas tout simplement le détruire? Poirot joignit les mains. Parce que certains secrets, mon ami, ne sont jamais faits pour être effacés, seulement retardés. Ce soir-là, le microfilm avait été examiné par le service de décodage de Scotland Yard. Ils n'y ont trouvé que des chiffres, aucun mot, aucune coordonnée, aucune structure claire. Seulement 5 séries de codes à 2 chiffres. 38-22, 44-19, 17-32, 50-41, 21-28. Pour l'œil non averti, c'est du charabia. Mais pour Poirot, il parlait avec le poids de l'histoire. Ce ne sont pas des hasards, dit-il, de nouveau installé dans la sécurité de Whitehaven Mansions. Ce sont des repères. Pourquoi? Demanda Hastings. Poirot ouvrit l'un de ses nombreux dossiers de guerre et en sortit une carte dépliante de 1944, une ancienne superposition de réseaux de renseignement. Elle indiquait des emplacements à travers l'Europe, des planques, des dépôts de stockage et des bunkers cryptographiques abandonnés ou détruits par la guerre.
sur les nombres. Latitude et référence de bibliothèque, un code déguisé en itinéraire. Il a tapé la troisième paire, 1732. Ceci correspond à un catalogue d'archives dont je me souviens, provenant de la collection restreinte du British Museum, la section abritant la correspondance d'après-guerre de Prague. La correspondance de Tracle y fut conservée pendant une brève période avant d'être déplacée ou volée. Par Pym, demanda Hastings, peut-être, ou par quelqu'un qui travaille avec elle. Poirot se leva. Il est temps de revisiter les archives. La salle de lecture à accès restreint du British Museum était un lieu de recueillement feutré et de suspicion silencieuse. La sécurité avait été renforcée ces dernières années, notamment à la suite de plusieurs vols très médiatisés. Mais le nom de Poirot, associé à un mot discret de Jappe, ouvrit les portes sans rencontrer de résistance. À l'intérieur, ils furent accueillis par le gardien des archives, un homme voûté nommé Cleaver, aux doigts tachés d'encre et aux yeux plissés, même avec des lunettes. Nous recherchons une correspondance indexée sous le numéro 1732, dit poliment Poirot. Cleaver fronça les sourcils et feuilleta un registre relié en cuir. « Étrange, murmura-t-il. Cette référence était marquée comme retirée, transférée dans un entrepôt hors site en 1949. Destination non indiquée. Le regard de Poirot s'éclaircit. Non répertorié? Oui, c'est arrivé occasionnellement. Des documents sensibles datant de la guerre. Je peux vous montrer ce qui reste sous cette classification, mais je doute que cela soit utile. Merci, monsieur. Please do. Ils le suivirent à travers les rayons inférieurs jusqu'à atteindre une allée étroite bordée de cartons couverts de poussière. Cleaver en récupéra un, étiqueté 17-32-A. À l'intérieur se trouvaient seulement 2 documents. Le premier, une copie carbone d'un ordre de virement avec signature expurgée. Le second, une note manuscrite en tchèque. Poirot parcourut la note et la traduisit à haute voix. « Au gardien de la flamme, si vous avez trouvé ceci, alors Verdantine n'a jamais été enfouie assez profondément. Protégez-la ou détruisez-la, mais ne les laissez pas instrumentaliser la beauté. » Il resta silencieux. Hastings fronça les sourcils, énigmatique. Le visage de Poirot était indéchiffrable, mais pas dénué de sens. Ce mot, comme le bouton de manchette, est un signe avant-coureur, un signe qui nous indique que Verdantine n'était pas qu'une question d'alchimie. C'était une idéologie, une tentation pour ceux qui souhaitent garder le pouvoir en silence. Cleaver se traîna à côté d'eux. « Une chose, monsieur. Cette boîte que vous regardez, elle a été demandée il y a 6 mois par quelqu'un d'autre. » Poirot se retourna brusquement. « Qui ?» Cleaver hésita. Il s'appelait Dr Stéphane Kravik. De retour à Whitehaven Mansions, Poirot récupéra la boîte d'allumettes qu'il avait volée au théâtre Windermere. Le logo « Conservatoire de Prague » était désormais associé au nom de Kravik et au numéro de la boîte du British Museum. Les liens n'étaient plus théoriques, ils se consolidaient. Il ne cherche pas seulement à supprimer la formule, a déclaré Poirot. Il veut une recherche complète. Il a retracé sa survie sur des décennies et veut maintenant la seule clé complète connue. C'est la note de Pym, dit Hastings. Oui, et l'échantillon qu'elle avait en sa possession. Une trace du composé stabilisé a été retrouvée dans son appartement. Il est probable qu'elle ait reproduit le procédé une fois. Et ensuite l'avoir détruit? C'est ce qu'elle prétendait, mais maintenant... Poirot tapota le coffre derrière son bureau. Nous devons supposer que quelqu'un d'autre pourrait réessayer. Le téléphone a sonné. Poirot répondit, écouta et ses yeux se plissèrent. Il a raccroché. C'était Jappe. Il y a eu une tentative d'effraction au coffre-fort de la police scientifique. Hastings pâlit. Le microfilm? Non, la boîte,
la deuxième boîte à musique a été volée. La scène du crime était d'une précision troublante. La serrure magnétique du coffre avait été forcée. Seule manquait la boîte en émail, abandonnée comme décoration insignifiante, désormais récupérée par quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle contenait. Pas d'empreinte digitale, pas d'effraction. Ils ont utilisé une carte d'accès codée, dit Japp, frustré. Une carte d'accès d'un niveau d'autorisation d'ambassade. Kravik, murmura Hastings. Poirot resta immobile. Peut-être, ou quelqu'un avec qui il travaille. Mais le microfilm est toujours là, ajouta Japp. Ils ne l'ont pas pris. Poirot fixa le bouton de manchette en saphir restant, désormais enfermé dans un écrin en acier. Parce qu'ils ne savent pas que c'était le code, pas encore. Il se détourna, la voix grave. Mais ils le feront. Cette nuit-là, Poirot rassembla les fragments sur son bureau. Le microfilm chiffré, la formule secrète de Pym, le bouton de manchette en saphir, la boîte à musique volée. Chaque pièce prise séparément est dénuée de sens. Ensemble, elles sont mortelles. Il sortit une enveloppe usée de son tiroir supérieur, une lettre scellée portant uniquement ses initiales. « J'ai rédigé une déclaration, » dit-il doucement à Hastings. « S'il m'arrive quelque chose, elle doit être immédiatement remise à l'inspecteur Japp. » Hastings cligna des yeux. « Tu penses être en danger ? Je sais que je le suis. Mais pas pour les raisons habituelles. Cette affaire ne concerne plus la culpabilité ou l'innocence. Elle concerne l'accès aux informations. » Il se tourna à nouveau vers la carte de Prague et de Vienne, maintenant étalée sur son bureau. « Quelqu'un reviendra. Et quand ce sera le cas, je dois être prêt. » Dehors, le brouillard s'enroulait de plus en plus autour de la ville. Mais à l'intérieur, la détermination de Poirot était claire. Chapitre 10. Le voile de saphir. Il était un peu plus de 9 heures lorsque Poirot arriva au Bellamy Club pour ce qui serait sa dernière réunion liée à l'affaire. Le brouillard s'était dissipé en une brume nacrée et les lampes à gaz clignotaient comme les yeux d'observateurs discrets. À l'intérieur, le club avait retrouvé son calme habituel. Aucune trace de vol, de scandale ou de mort ne subsistait. Les tapis persans avaient été aspirés, les portraits dépoussiérés. Le feu, comme toujours, crépitait avec une indifférence aristocratique. Mais Poirot n'était pas venu pour chercher du réconfort. Il était venu pour tendre un piège. Debout dans le salon Oak, les mains croisées derrière le dos, il contemplait le piano à queue. Sur la table basse à côté se trouvait le bouton de manchette en saphir, désormais réuni à son jumeau. Grâce à l'inspecteur Japp et à l'équipe de police scientifique de Scotland Yard, il brillait tel un joyau mythique, démentant le secret qu'il portait depuis des années. En face de lui se tenaient Lord Bramhurst, Raymond Kessler, Julian Wyatt et, à la demande de Poirot, Émile Rössler. « Messieurs, » dit Poirot d'une voix calme, « ce soir, je mets un terme à cette affaire. Mais avant de poursuivre, vous devez tous comprendre une chose. Les boutons de manchette en saphir n'ont jamais été le véritable trésor. C'étaient des camouflages, des leurres. Ce qu'ils cachaient, en revanche, était d'une importance capitale. » Rössler hocha gravement la tête. « Nous l'avons confirmé. Le microfilm contient la clé de chiffrement d'un réseau plus vaste de recherche verdantine, fragments, coordonnées, données partielles. Nous pensons qu'il s'agit de l'une des 5 clés de ce type. »« Et les autres ?» demanda Kessler. « Perdus, peut-être détruits, mais il en reste un. » Il jeta un coup d'œil à Poirot. « Et maintenant, il est au grand jour. » Poirot tapota le bouton de manchette d'un doigt ganté. « Mais voyez-vous, monsieur, ce n'est pas moi qui l'ai révélé. Ni le docteur Pym, ni le malheureux Val. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a cherché à le récupérer non pas pour en supprimer le danger, mais pour l'utiliser. » Lord Bramhurst se raidit. « Vous ne suggérez pas ? » « Non, non, monseigneur, interrompit Poirot.
Vous n'étiez qu'un pion, un homme vaniteux et arrogant, certes, qui a organisé un vol pour des raisons d'assurance, mais loin d'être un cerveau. Non, le véritable cerveau de cette affaire a observé tout le processus sous le couvert de privilèges diplomatiques et d'obscurcissement. Il se tourna lentement vers la porte, juste au moment où une silhouette entra, le docteur Stéphane Kravic. La pièce devint silencieuse. « Tu n'as pas été invité, » dit Poirot d'une voix d'acier. Kravic esquissa un sourire crispé. « Mais je suis venu quand même. J'ai pensé que tu souhaiterais peut-être me remettre la clé, discrètement. » Poirot s'inclina légèrement. « Ah, mais vous me trompez, monsieur. Je n'ai aucune intention de me taire. » Il fit un geste vers Japp qui entra derrière Kravic, flanqué de 2 agents en civil. La surprise sur le visage de Kravic était sincère et très brève. « Docteur Kravic, » a déclaré Japp, « vous êtes détenu sous le soupçon d'espionnage, de possession non autorisée de documents confidentiels et de tentative de falsification de preuves détenues par la couronne. » L'expression de Kravic ne changea pas. « Vous ne pouvez pas me toucher. Je bénéficie de l'immunité diplomatique. » Poirot s'avança, les yeux flamboyants. « Vous avez perdu votre immunité en pénétrant par effraction dans un bâtiment gouvernemental, monsieur. Votre ambassade a déjà été contactée. Elle a choisi de ne pas intervenir. Cela touche à une corde sensible. » Kravic serra les dents. « Tu penses avoir gagné ? » ?»« Non, monsieur, » dit doucement Poirot. « Je crois avoir retardé votre victoire. Et pour l'instant, c'est suffisant. » Alors que Kravic était emmené hors de la pièce, Poirot se tourna vers les autres. « Il reste une dernière question, » dit-il. « Le microfilm et la formule retrouvée auprès du docteur Pym ont été soumis à un tribunal sécurisé. Ils ne seront ni étudiés, ni publiés, ni utilisés comme armes. Ils seront mis sous clé. » Kessler croisa les bras. « Et la boîte à musique ?»« Détruit. La boîte jumelle est toujours là, uniquement pour des raisons esthétiques. » Lord Bramhurst hocha la tête d'un air sec. « Alors, c'est fini. » Poirot secoua la tête. « Non, parce que l'idée de Verdantine existe toujours. Et tant que cette idée perdurera, quelqu'un la cherchera. » Il marcha lentement vers la cheminée. « Ce n'est pas la formule elle-même qui représente un danger. C'est l'ambition qu'elle suscite chez ceux qui cherchent à la contrôler. » Kessler expira. « Alors, heureusement que nous vous avions, monsieur Poirot. » Poirot esquissa un petit sourire là. « Je ne suis qu'un homme. » Une petite bougie dans une obscurité immense et diffuse. Mais je fais ce que je peux. Plus tard, dans la soirée, alors que le feu diminuait et que le Bellamy Club reprenait son rythme tranquille, Poirot et Hastings se tenaient dehors sous les lampadaires embués de brume. « Tu crois que c'est vraiment fini ?» demanda Hastings. Poirot jeta un coup d'œil vers le ciel. « Pour l'instant. » « Mais les secrets sont infinis, mon ami. Seuls des silences temporaires se cachent. » Et Kravic ? Il disparaîtra. Peut-être sera-t-il échangé dans un sombre couloir diplomatique. Mais il ne sera pas oublié. Les hommes comme lui disparaissent rarement complètement. Ils retournèrent lentement à Whitehaven Mansions. Hastings rompit le silence. Tout a commencé avec un bouton de manchette, un seul, et maintenant on parle d'espionnage, de guerre chimique, de code secret. Poirot sourit, c'est la vie. Le plus petit détail déjoue souvent les plus grands projets. C'est pourquoi, Hastings, il ne faut jamais négliger un fermoir fêlé, une charnière cassée ou un saphir manquant. De retour chez eux, Poirot déposa la boîte à musique intacte sur la cheminée. La mélodie retentit une dernière fois, délicate et mélancolique. Il plia le mot de velours de Tracle et le glissa dans une enveloppe marquée à « Ouvrir uniquement si nécessaire ». Puis il se tourna vers Hastings. « Maintenant, dit-il, prenons le thé et n'en parlons plus jamais, à moins
nous y oblige. Ainsi prit fin l'affaire des boutons de manchette en saphir. Le silence reprit au club, les journaux s'écoulèrent. Mais au plus profond de la mémoire de Poirot, l'écho d'une mélodie brisée subsistait, fragile, obsédante et inachevée, car certains mystères ne se terminent pas par des réponses, mais par la certitude que d'autres questions attendent juste sous la surface, sous le voile de saphir.